On va retrouver Claire Pancambier justement sur place en Ukraine avec Charlotte Lefetté. Bonsoir à toutes les deux. Les Russes ont annoncé de nouveaux grignotages de terrain ces dernières heures. Ça reste contenu, Claire. On n'est pas loin d'une bascule. Oui, les Russes ont notamment, par exemple, annoncé avoir pris Orlivka. Il y a des avancées sur ce front d'Avdivka, mais aussi sur tous les autres fronts. L'état-major a annoncé que sur la seule journée d'aujourd'hui, il y avait eu 67 offensives russes, supériorité en hommes, supériorité technologique. Sur le mois de mars, on parle de plus de 900 bombes guidées qui ont été envoyées. Alors, on ne parle pas non plus d'avancées éclairs. Un exemple, c'est Natalia Roumeniu qui a tenté cet après-midi de rassurer en ce qui concerne le front de Robotiné. Elle expliquait qu'effectivement, il y avait des avancées russes, notamment vers Beauvais, mais que l'on parlait de quelques mètres, quelques dizaines de mètres, et que ce n'était pas une situation critique. Il est évident que les Ukrainiens sont en mauvaise posture. On en parlait d'ailleurs avec des journalistes il y a encore une heure. On était tous d'accord. On n'a jamais vu les soldats ukrainiens aussi démoralisés, aussi peu confiants. Et ce qui a changé, c'est aussi cet état d'esprit. Le commandant du bataillon Da Vinci, Filimonov, disait d'ailleurs aujourd'hui que sans mobilisation, sans au moins l'arrivée de 250 000 hommes, il serait inenvisageable de faire bouger les Russes aujourd'hui et même de les faire bouger au-delà de Donetsk d'ici la fin de l'année. On n'est cependant pas à un point de bascule, pas encore, et notamment pour deux raisons. Il y a déjà la défense qui s'organise, on en parle souvent sur cette antenne, des lignes de défense, des tranchées qui sont creusées, des dents de dragon posées, et puis il y a la météo, c'est aujourd'hui le printemps, et avec lui, la Rasputitsa, l'arrivée de la boue, et cela ne va pas aider les Russes à avancer. Merci beaucoup Claire Cambier, merci également à Charlotte Lefetté. Pour aller plus loin justement par rapport à ce que vous venez de dire, on va se faire un point situation avec Didier François et avec cette carte pour voir où en sont les différents fronts. Il y en a 4 en réalité à dire. Alors oui, grosso modo, 1200 km de front, rappelons quand même toujours, voilà, ce qui est en rose orangé, territoire occupé par la Russie, Ukraine libre et combattante en blanc. Oui, si on regarde en fait ce qui se passe sur le front depuis maintenant quelques jours, on a quasiment un gel. Il y a des assauts, mais il y a quasiment plus de progression depuis 4-5 jours. Les Russes ont pratiquement arrêté leur avance. Pratiquement. Alors, c'est pas dû au fait que les Ukrainiens soient super forts, c'est dû au fait que les Russes aujourd'hui ont un rapport de capacité de feu, donc en obus, qui est à ce stade, pour ce qu'on a vu ces derniers jours, pour les derniers observateurs, je voyais celle de Masset Escortet qui regarde ça bien tous les jours, on est à 20 obus russes tirés pour un obus ukrainien de tiré, ce qui est catastrophique. Catastrophique. Et pourtant, les Russes n'arrivent pas à exploiter ce surnombre en capacité de feu parce que leurs troupes sont usées. C'est-à-dire les 300 000 hommes qui avaient été engagés il y a 5 mois dans l'offensive russe, donc au mois d'octobre, qui a suivi les 4 mois en échec de la contre-offensive ukrainienne, ces hommes aujourd'hui ont tellement été étrillés pour avancer et récupérer une partie de ce qu'avaient gagné les Ukrainiens cet été, qu'ils ne sont pas capables à ce stade de exploiter les positions. Donc on voit bien, Kupiansk, ça bouge pas, Kremina, ils ont été arrêtés. Bakhmout, face à Chassivyar, il n'y a pas d'avancée. Il y a eu un petit grignotage à Avdivka, on le verra sur la plus grosse carte, mais ce n'est pas significatif des Ukrainiens, je vous expliquerai quand on sera sur la carte. Et Zaporijja, vous vous rappelez, Verbovier, ici, c'était la petite poche. Pareil, petit à petit, les Russes grignotent et sont revenus sur la deuxième ligne de défense Sourovikine qui avait été percée par les Ukrainiens, mais il reste encore une espèce... Alors, donc, grosso modo, si on regarde ce qui se passe, on voit qu'à ce stade, sur l'ensemble du front, les Russes doucement tentent de repousser les Ukrainiens sur leur base de départ, la ligne qui était celle de départ de leur offensive d'été, qui était un échec au bout de 4 mois, et là, après 5 mois d'offensive russe, on en est encore à renvoyer les Ukrainiens sur leur base de départ, qui sont des lignes de défense, comme l'expliquait le travail spécial, bien mieux défendues. À part sur Avdivka, qui est le seul petit endroit. Justement, après la chute d'Avdivka, les Ukrainiens ont dit on va se replier sur une ville qui s'appelle Orlivka, et on voit que cette ville, c'est un village en fait, quelques centaines d'âmes, a été repris par les Russes. Ils avaient jeté un dispositif d'arrêt
pour recueillir leurs troupes qui sortaient de la ville d'Avdiivka sur cette ligne qui était entre Berdichi, Orlivka et Tonetke. Voilà. Mais la véritable ligne de défense, elle est le long de cette rivière, qui s'appelle la Vodinia. Et c'est là qu'ils ont fait la vraie ligne de défense qui, elle, est creusée. Donc, ils ont effectivement perdu ce premier... mais vous voyez, honnêtement, d'un point de vue stratégique, c'est pas grand-chose. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec un rapport de feu extrêmement favorable, les Russes ne sont pas en mesure d'exploiter. La seule chose qui pourrait leur permettre... il y a 3 choses sur lesquelles ils calculent. Soit ils réussissent à trouver des munitions, ou en plus des Nord-Coréens, grâce à la Chine, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Soit ils arrivent à faire une mobilisation, c'est ce qu'ils essayent de faire, et c'est ce qui explique la volonté de Shoigu, qui aujourd'hui, s'ils veulent pouvoir percer ce front, il leur faut à nouveau remobiliser l'équivalent d'à peu près 300 000 hommes. En tout cas, la possibilité de faire une offensive en même temps sur 3 fronts, sur 3 axes. Parce qu'aujourd'hui, les Ukrainiens arrivent à freiner sur 2 axes, et sur 3, ils auraient du mal. Sauf que l'idée des Européens est d'avoir acheté les 800 000 obus pour que les 300 premiers 1000 obus qui arrivent en juin, les 500 000 supplémentaires arriveraient à l'automne, permettraient, en tout cas c'est le calcul, après on va voir si ça marche pas, de pouvoir encaisser le coup s'il arrive cet été. Mais c'est ça le calcul. Après, à la guerre, on n'est jamais sûr de gagner, mais on n'est jamais sûr de perdre. Exactement. Voilà. Et heureusement, tant qu'on a de la volonté de se battre. Après, si on arrête de se battre, c'est sûr qu'on perd. Voilà. Côté russe, ces avancées légères, donc, mais récentes, notamment Avdiivka, elles ont été réalisées, Amélie, grâce à une arme assez particulière qu'ils utilisent de plus en plus. Oui, les bombes planantes. Alors, Amira, les bombes planantes, de quoi s'agit-il exactement ? C'est un procédé assez ancien qui permet d'éviter de mettre en danger les avions. C'est-à-dire qu'en fait, vous larguez la bombe, mais au lieu de tomber par gravité, c'est-à-dire comme la pomme qui tombe du pommier, directement en ligne droite pour rejoindre le sol, c'est une bombe qui est dotée d'ailes, qui a un empennage, et donc ces ailes vont lui permettre de planer jusqu'à son objectif. Alors en plus, ça permet de la guider finement, puisque cette bombe qui plane, bien comme un planeur, elle peut être pilotée, elle a des gouvernes, et donc elle peut atteindre un objectif beaucoup plus précisément. Mais l'immense avantage, c'est que vous pouvez la larguer d'un avion à haute altitude, relativement loin de la ligne de feu, donc il est difficile de détecter et il est aussi difficile de l'atteindre. Du coup, vous préservez les avions et les pilotes, et donc vous pouvez engager avec ces bombes le front. Le problème, c'est que ce sont des bombes qui sont un peu plus sophistiquées que la bombe traditionnelle, si j'ose dire, et que pour ces bombes-là, il faut un certain nombre de composants, et que ces composants, ils ne sont pas toujours faciles à trouver. Mais c'est le genre de composants que vous allez trouver dans une machine à laver, alors que pour faire un missile de croisière, là, il va falloir des composants dédiés. Donc vous voyez, vous avez un degré de sophistication qui est moindre, mais une bombe qui est quand même efficace, et surtout qui permet aux Russes d'éviter des pertes en avion considérables. Alors Catherine, Didier nous a parlé il y a quelques instants de ces obus qui devraient arriver. C'est une initiative tchèque de rassembler des centaines de milliers d'obus. C'est quoi l'échéance exactement ? Ils doivent arriver quand, ces fameux obus ? Mais c'est ce que disait Didier là. On pense qu'il y en a qui peuvent arriver très vite, mais que les plus importants, c'est au plus tard en juin. Et c'est vrai que quand on a un rapport de 1 contre 10 en défaveur des Ukrainiens, on comprend l'urgence absolue et l'importance que représentent ces obus, parce que on l'a dit depuis le début du conflit, c'est vraiment une guerre d'artillerie. Donc si les Ukrainiens, c'est presque assez miraculeux d'ailleurs qu'ils n'aient pas reculé plus que ça, les Ukrainiens, en ayant un rapport tellement en leur défaveur. Oui, c'est ça. C'est-à-dire ils perdent évidemment plus d'hommes. C'est ce que nous racontent d'ailleurs nos envoyés spéciaux régulièrement. On avait aussi reçu un médecin franco-ukrainien qui est sur la ligne de front quasiment depuis le début de la guerre, et qui disait que c'était très difficile parce que y a des hommes qui sont là depuis plus de 600 jours, qui ont vu beaucoup de leurs camarades tomber. Et il dit qu'en plus, quand on sillonne l'Ukraine, il y a énormément de gens qui sont amputés, par exemple. Donc on voit le prix très élevé que payent les Ukrainiens à ce conflit. Donc c'est vrai que c'est assez miraculeux de leur côté d'avoir réussi à tenir malgré ce rapport qui est tout à fait en leur défaveur. Mais à la lumière de tous ces éléments, on comprend aussi pourquoi en Europe c'est un peu le branle-bas de combat. Parce que là, si on ne trouve pas une solution très vite, le risque existe vraiment
que les Russes réussissent une percée quelque part. Ça ne veut pas dire qu'ils iront triomphalement jusqu'à Kiev, mais ça veut dire qu'ils peuvent quand même réussir une percée. Donc c'est une course contre la montre concernant les alliés de l'Ukraine, mais il faut absolument la gagner si on veut être efficace dans le soutien à l'Ukraine.